Les amis, nous sommes actuellement dans les tout premiers instants de la nouvelle saison 2024-2025. Qui dit nouvelle saison dit nouvelle attente pour le FC Barcelone, mais aussi nouvelle attente autour de certains cas particuliers des individualités du FC Barcelone. Et justement, on va s'intéresser aujourd'hui à 6 d'entre elles et leur statut au sein du Barça. Les amis, comme je viens de vous dire, aujourd'hui on va s'intéresser à 6 profils du FC Barcelone, 6 joueurs dont les statuts ont un petit peu évolué et vont changer justement pour cette saison 2024-2025. On va parler de 3 jeunes joueurs qui ont très bien performé l'année dernière et de 3 cadre de base pour le FC Barcelone. On va commencer par les jeunes avec une structure très précise. On commence tout d'abord par parler du contexte du joueur, ensuite de parler de ce qu'il peut apporter au FC Barcelone, des points d'interrogation qu'il va y avoir autour de cette personnalité pour la prochaine saison, pour conclure sur les exigences qu'on attend autour de ces joueurs pour la prochaine saison. Les amis, on commence par Lamine Yamal, le contexte autour de notre petite pépite, joueur de 17 ans qui a choqué le monde l'année dernière. Alors il faut quand même mettre une petite parenthèse et dire qu'il a commencé réellement à jouer en tant que titulaire à partir de janvier. Bien évidemment, la première partie de saison était un peu plus en tant que remplaçant, mais il a choqué son monde. Tout d'abord le FC Barcelone, puis après l'Espagne, puis après l'Europe, puis après le monde. Ça s'est conclu bien évidemment par un Euro spectaculaire, fabuleux, une médaille d'or pour conclure cette magnifique année pour Lamine Yamal. Maintenant, qu'est-ce qu'on en attend du côté du FC Barcelone? On en attend que ce soit le créateur dans les 30 derniers mètres. Pourquoi? Malheureusement, parce que les joueurs qui l'entourent, les cadres qui devraient justement être les personnes qui aussi créent dans les 30 derniers mètres, sont en dessous du niveau du FC Barcelone, en tout cas en dessous du niveau d'un titulaire au FC Barcelone. Du coup, c'est Lamine Yamal, du haut de ses 17 ans, qui doit porter tout le poids des offensives du Barça. Ça, c'est un tout petit problème, mais en tout cas, c'est ce que lui va apporter au FC Barcelone. Ses nombreuses qualités, vous les connaissez, ses qualités de dribble, ses qualités de création, ses qualités aussi de buteur. Voilà, ce n'est plus à redire, mais c'est ce qui est attendu en tout cas autour de Lamine Yamal pour cette année. Maintenant, les points d'interrogation autour de notre pépite, ils vont être consacrés autour de 2 choses. Tout d'abord, sa capacité d'amélioration. On en a parlé dans une vidéo pour son anniversaire, etc. Lamine Yamal est encore en capacité de progresser sur certains points. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que je le trouve nul. Ça veut juste dire que je pense qu'il peut encore s'améliorer dans certains aspects du jeu pour être vraiment un joueur super fort. Mais par rapport à son âge, c'est déjà fabuleux ce qu'il nous propose. Et ensuite, surtout, le deuxième gros point d'interrogation, c'est par rapport à la visibilité qu'il va avoir. Médiatiquement, il a pris beaucoup de place. Maintenant, les médias vont l'attendre. Tous les week-ends, tous les matchs, on va attendre de Lamine Yamal de magnifiques choses, qui marque, qui fasse des passes décisives, qui fasse des dribbles tous les week-ends, tous les 3 jours. La première année, ça allait, c'était la petite pépite. On lui concédait à certains moments des petites baisses de régime. Là, ça va pas du tout être la même intensité au niveau de la pression médiatique. Et en plus de ça, on rajoute le fait que maintenant, sur cette année 2024-2025, les adversaires vont beaucoup plus l'attendre. Là, ce n'est plus la surprise. Les adversaires vont se focaliser sur lui, vont commencer à connaître son type de jeu, vont l'étudier pendant la semaine, vont opérer des plans pour pouvoir l'arrêter. Ça va pas du tout être la même chose. Lamine Yamal va-t-il être en capacité de surmonter cette épreuve-là? C'est un point d'interrogation pour cette année. Ça reste un joueur fabuleux et je pense qu'il est en capacité de le faire, mais ça va être un nouvel obstacle pour lui qu'il n'avait pas l'année dernière. Maintenant, pour conclure sur le cas Lamine Yamal, nos exigences doivent rester celles qu'on devrait avoir pour un joueur de 17 ans. Bien évidemment, c'est le joueur qui nous fait rêver dans les 30 derniers mètres et on est en difficulté. Mais c'est pas parce qu'on est en difficulté parce que d'autres cadres ne sont pas à la hauteur qu'il faut s'en prendre à Lamine Yamal si ça ne se passe pas bien. Moi, j'attends pas de Lamine Yamal qui marque 20 buts et fasse 20 passes décisives en Liga. J'attends pas de Lamine Yamal qui marque 40 buts et 40 passes décisives, toutes compétitions confondues. J'attends qu'il s'améliore sur les points qu'on a cités justement dans la vidéo, sur la finition, sur son jeu de mi-espace, sur sa capacité athlétique aussi à gagner des mètres. J'attends une amélioration, une petite amélioration. Mais au niveau des stats, etc., je n'attends pas que ce soit la star et qui porte tout sur les épaules dans le secteur offensif du Barça.
On passe à un cas qui peut un tout petit peu ressembler à Lamine Yamal, qui est celui de Koubarsi. Tout d'abord, le contexte de Koubarsi. Justement, il ressemble pas mal à celui de Lamine Yamal. Il a vraiment commencé à éclore aux yeux de tout le monde sur la seconde partie de la saison dernière. Joueur titulaire, joueur super important du système de Xavi, qui cassait des lignes, etc., qui a vraiment su s'imposer. Homme du match sur des matchs de Ligue des Champions. Il a été titulaire un nombre conséquent de fois. Il a même été aux Jeux Olympiques avec l'équipe d'Espagne, Jeux Olympiques qu'il a remporté. Ça, c'est le contexte autour de Koubarsi. Maintenant, ce qu'il va apporter au Barça l'année prochaine. Par rapport à tous les profils qu'on a en défenseurs centraux, on peut même mettre Koundé dedans, Araujo, Martinez, Christensen. Koubarsi, c'est un des seuls à avoir vraiment ce profil relanceur ADN FC Barcelone. Ce joueur capable de casser des lignes, que ce soit par des passes en hauteur ou des passes à ras de terre, et à comprendre ce jeu-ci. Les autres, ils ont d'autres types de qualités, mais pas exactement celle-ci. Et ça, justement, je pense que ça va être bien apprécié de la part de Flick, un joueur qui est en capacité de prendre des risques à la relance et d'avancer, d'être dans la verticalité. Koubarsi va pouvoir s'appuyer dessus pour la saison prochaine. Maintenant, les points d'interrogation autour de Koubarsi, c'est surtout par rapport à son âge lié à son poste. C'est un joueur de 18 ans qui joue défenseur central. On vient de parler de Lamine Yamal. Lamine Yamal, s'il fait une erreur dans les 30 derniers mètres, un mauvais dribble, une mauvaise transmission, c'est pas très grave. On va se créer moins d'occasions, on va marquer moins de buts, ok. Maintenant, si Koubarsi, lui, se plante dans la défense centrale, qui fait une glissade, qui prend mal au marquage un attaquant, qui s'aligne mal sur un hors-jeu, qui fait une mauvaise transmission, ça peut tout de suite être très rapidement une occasion ou un but pour l'adversaire. Le poids d'une erreur d'un défenseur central, ce n'est pas du tout la même chose. Et Koubarsi, lui, il a 18 ans. Donc, il n'a pas encore énormément d'expérience au haut niveau à ce poste-ci. Et c'est totalement logique que dans son apprentissage, il va passer par des erreurs. Donc, on en vient donc aux exigences qu'on a autour de Koubarsi. Moi, j'attends surtout qu'il gagne en expérience parce que c'est un défenseur central et qu'il va en avoir besoin. Mais qui garde surtout son insouciance. Comme on l'a dit, c'est ce qui lui rapporte des points. Sa capacité à faire des passes qui sont dangereuses, qui cassent des lignes. Il ne faut pas qu'au bout d'un échec, au bout de 2 échecs, au bout de 3 échecs, il se dise stop, j'arrête, je joue petit, je joue l'assurance, je fais des petites passes latérales, etc. qui nous font gagner des minutes, des secondes, mais je ne fais plus avancer l'équipe. Continue à prendre ces risques-là parce que c'est ça que tu apportes au FC Barcelone. Maintenant, nous, notre exigence qu'on doit avoir par rapport à lui, c'est de ne pas lui tomber dessus dès qu'il va commencer à commettre des erreurs. Parce qu'on l'a dit, il est jeune, il a 18 ans, il joue à un rôle et à un poste qui est ultra exposé si tu fais une erreur. Donc notre rôle, c'est s'il fait une erreur, de lui dire c'est pas grave, on recommence, on reset. Et cette erreur, justement, à ce poste-là, elle te permet de gagner en expérience. Bien évidemment, s'il fait des erreurs tous les week-ends, il ne faudra pas l'être. Mais il faudra être patient avec le cas de Koubarsi. On termine sur le dernier cas des jeunes, mesdames et messieurs, avec Fermín López. Le contexte du joueur, une année dernière qui a été fabuleuse, une année rêvée pour lui. On s'en rappelle, c'était un joueur qui avait été prêté en Détroit l'année d'avant. Il vient sur la tournée aux USA, il est apprécié par Xavi. Xavi lui donne des minutes, du temps de jeu, des fois titulaire même en Ligue des Champions. Et le mec, dès qu'il rentre, il montre de très bonnes choses. Voilà, il est insouciant, il met de l'intensité, il fait ses frappes de loin, il marque ses buts, il fait ses stats. C'est vraiment une saison rêvée pour lui qui se conclut par une convocation à l'Euro. Il va pas jouer énormément de minutes pendant cet Euro, mais aussi une convocation au JO. Et là, les JO, c'est lui le joueur phare de cette Espagne. C'est lui qui va stater, surtout dans les moments importants, quart de finale, demi-finale, finale, et il marche sur l'eau. Dès qu'il tente quelque chose, franchement, on regardait les matchs, on était là, mais il tente des frappes à 20 mètres, 25 mètres, 30 mètres, t'as l'impression que c'est un danger constant. Il marchait littéralement sur l'eau. Voici le contexte autour de Fermín López qui va apporter au FC Barcelone sa capacité et son profil différent. Et ça, je pense que ça va beaucoup plaire à Flick parce que sur les milieux qu'on a, on n'en a pas autant qui sont dans son profil de rupture et de verticalité. Surtout que là, on va perdre Gundogan. Du coup, finalement, l'idée de se dire qu'on est en trop surnombre sur ce poste-là avec le système qu'on va avoir qui, je pense, va être un système à 4 milieux, on l'aura un tout petit peu moins. Du coup, va y avoir des minutes pour lui et c'est un profil sur lequel va pouvoir s'appuyer Flick. Flick, dès qu'il y aura un petit problème, qu'il faudra changer son système tactique, qu'il y aura une autre animation en face de nous, il va pouvoir se dire « Ah là, j'ai un milieu qui est différent des autres milieux que j'ai sous le coude. » Du coup, il va être un profil différentiel et grâce à ça, il va pouvoir marquer beaucoup de points l'année prochaine. Maintenant, la grosse question autour de Fermín López, c'est quel sera son niveau sur cette saison 2024-2025. Ça va être la saison de la confirmation pour lui. Et ce sont des saisons qui sont hyper importantes. Parce qu'il a marché sur l'eau, on l'a dit l'année dernière, mais maintenant, il y a toujours ce qu'on appelle la surperformance. À tout moment, Fermín López qui nous a montré, c'était au-dessus de son réel niveau. On ne le sait pas, ça sera confirmé cette année, ça sera confirmé encore l'année prochaine et l'année d'après, mais il arrive des saisons où des joueurs sont surperformants.
comme on dit. Et c'est-à-dire que tout ce qu'ils font, ça marche dans les récupérations, dans les frappes, dans les buts, dans les passes, dans leur contrôle de balle. Tout se passe bien pour eux. Mais après, il faut savoir confirmer les saisons d'après. Et c'est généralement ce qui est le plus dur dans le football. Et donc, la grosse interrogation, c'est Fermín López sera-t-il en capacité de confirmer? Et aussi, sera-t-il faire face à un possible échec? Parce que, encore une fois, l'année dernière, tout lui a souri. Mais là, est-ce que quand Flick il lui dira bah là cette fois-ci à l'entraînement c'était pas ouf, en ce moment sur le mois dernier t'étais pas trop bon, etc. Est-ce que Fermín López sera en capacité de l'accepter? Il a pris une nouvelle passe médiatique, un petit peu de lumière grâce au JO, etc. Est-ce que quand on va lui dire bah non t'as pas un rôle vraiment de titulaire, il va savoir l'accepter, il va savoir se prendre le mur et se dire ok je vais au charbon et je veux montrer, je vais gratter mes minutes de jeu. Et justement l'exigence qu'on doit avoir autour de Fermín López, nous en tant que supporters, elle va surtout être celle-ci, c'est-à-dire que Fermín López doit se concentrer à être un joueur qui doit se battre pour grappiller des minutes par-ci, par-là, qui doit se battre pour des fois être un tout petit peu plus titulaire que l'année dernière. Mais il faut prendre en compte que Fermín López ne sera pas le titulaire normalement, après Flick peut à tout moment me contredire, de ce milieu de terrain du FC Barcelone. Et que ça ne sera pas le joueur qui tous les 2 matchs va te lâcher un but, qui sur toutes les minutes qu'il va jouer va être un élément qui va être dangereux pour l'adversaire. C'est un joueur qui doit prouver et il doit encore s'améliorer. Donc qui grappille à droite à gauche, qu'il arrive à avoir son temps de jeu, des fois titulaire en Ligue des Champions par rapport à l'adversaire, s'adapter par rapport à son profil et en profiter, mais rester un super joueur de rotation et non pas un joueur titulaire indispensable du FC Barcelone. Maintenant qu'on vient de parler des jeunes, on va parler des cadres dont l'exigence est à revoir au FC Barcelone. Donc là, on enlève contexte, etc. On parle vraiment de la situation globale du joueur en commençant par Lewandowski. Ceux qui suivent la chaîne depuis le début, donc bientôt, très bientôt 2 ans, vous savez que Lewandowski, depuis la deuxième moitié de sa première saison, je commence déjà à râler sur son cas. La première moitié était vraiment très bonne. À partir de la deuxième moitié, on commençait déjà à avoir quelques signaux des bêtises qu'il allait nous faire plus tard. Et justement, ces bêtises, c'est de se prendre pour un joueur qu'il n'est pas. Et notamment, je prends très souvent l'exemple de Karim Benzema qui était vraiment un joueur du collectif et qui était plus un playmaker, un 9,5 qu'un réel 9 de surface. Lewandowski, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de qualité. Et Lewandowski a des qualités que Karim Benzema n'avait pas, bien évidemment. Mais des fois, Lewandowski se prend un tout petit peu trop pour le sauveur. Parce qu'il est arrivé dans ce Barça qui était en difficulté, qui avait des problèmes surtout aussi sur le secteur offensif. Il s'est dit, c'est moi qui vais tout porter sur mes épaules et je vais commencer à jouer tous les rôles offensivement. La personne qui conclut, la personne qui distribue les ballons. Sauf que la problématique, c'est qu'il n'a pas le niveau pour faire ça. En tout cas, il ne l'a plus du tout. Il ne peut plus porter le ballon, bien distribuer, etc. Il ne le fait pas bien et en plus, il fait perdre du temps beaucoup aux offensives. Avec ses 5-6 touches de balle à chaque fois, il fait perdre beaucoup de temps. Et ça, c'est la grosse problématique autour de Lewandowski qui doit assumer son âge et dont les exigences doivent être celles d'un buteur. C'est-à-dire que moi, j'attends de Lewandowski qui se concentre sur la surface de réparation, à mettre des tapines s'il le faut, au contrôle frappe s'il le faut, mais d'être un point disponible pour ses coéquipiers. T'inquiète pas, les ballons ils vont arriver. Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal, t'inquiète pas, les ballons ils vont arriver sur toi, t'as pas besoin de faire le jeu. Aussi sur Lewandowski, ce qui va être intéressant, c'est son rôle de fixation. Donc bien évidemment sur les relances de Ter Stegen, sur les relances de la défense centrale, d'être un point qui soit disponible de fixation pour ensuite faire un contrôle passe et orienter ou faire une passe instantanément, mais ensuite s'orienter vers le but. Mais c'est tout. Ne plus prendre la balle en tant que numéro 10 et faire 1, 2, 3, 4, 5 touches de balle et de faire ralentir le jeu. Ne plus être comme ça. Les exigences qu'on veut, c'est que tu restes dans la surface, que tu marques et que tu sois un point de fixation, point barre. On arrive ensuite sur un autre cadre et pas n'importe quel cadre, notre capitaine monsieur Ter Stegen. Et vous le voyez depuis quelques temps maintenant, il y a beaucoup de discussions autour de son cas. Mais juste avant, je fais une petite parenthèse, il ne faut pas non plus oublier qui a été Ter Stegen parce que souvent je vois des choses, ça a toujours été catastrophique. N'oubliez pas que pendant des années quand même Ter Stegen il a été dans le top 3 des meilleurs gardiens du monde quand même. Alors après moi je suis un petit peu subjectif par rapport à son cas parce que c'est un type de gardien que j'adore, gardien à l'allemande, les arrêts un peu de handball qui sortait un petit peu de sa surface, très bon au pied, c'est typiquement le style de gardien que j'affectionne. Mais n'oublions pas qui il a été non plus. Mais c'est vrai que depuis 4-5 ans, ça oscille beaucoup entre haut et bas. Mais par rapport à ça, il y a 2 ans, il a fait partie d'une des meilleures défenses d'Europe. Vous vous souvenez, quand on prenait très peu de buts, c'est grâce à notre défense, mais c'est aussi grâce à Marc-André Ter Stegen qu'on prenait pas autant de buts. Alors après, par contre, la saison dernière, ça a été plus compliqué. Une blessure, certainement ça a trotté dans sa tête, une défense aussi du Barça qui était beaucoup moins forte, un problème de numéro 6
donc beaucoup plus exposé. Mais en tout cas, il n'a pas été le gardien qui a vraiment rassuré tout le monde. Ça, je suis totalement d'accord avec vous. Et donc, par rapport à ça, il doit insuffler et inspirer beaucoup plus de confiance. On lit des fois dans son visage ces derniers temps un petit peu de doute, que ce soit pour sortir sur l'attaquant adverse, que ce soit dans la relance aussi, où je le vois de plus en plus faire des erreurs, alors qu'avant, quand il avait le ballon, justement, j'étais tranquille sur la relance, je me disais ça va très bien se passer. Là, je le vois envoyer des ballons directement en touche, c'est un petit peu plus compliqué pour lui. Mais je veux qu'il regagne de la confiance, qu'il fasse un reset, un reboot. C'est bon, on oublie l'année dernière, on recommence à devenir un gardien qui fait peur aux attaquants adverses et qui donne de la confiance aussi aux défenseurs. On a parlé de Koubarsi, c'est un jeune défenseur. Si derrière lui, il a un gardien qui est un peu tremblotant, etc., c'est pas bon. Il faut qu'il arrive à parler à ses défenseurs, qui communiquent et qui disent c'est bon, moi les gars derrière, j'assure, je suis présent. C'est très important, d'autant plus que c'est le capitaine cette année du FC Barcelone. Il faut un Ter Stegen qui se remotive et donc nos attentes, elles sont là par rapport au gardien allemand. Et on termine cette vidéo, les amis, par l'un des cadres qui fait le plus parler au FC Barcelone, c'est Frenkie de Jong. Frenkie de Jong va entamer sa 6e saison au FC Barcelone. Ça va commencer à faire beaucoup, mon ami. Mais comme Ter Stegen, il ne faut pas non plus tout oublier à cause de la politique de l'instant. Parce que je vois beaucoup de choses en mode De Jong n'a jamais rien fait au FC Barcelone. De Jong a eu des très bonnes périodes aussi au Barça. Et en plus, ça n'a jamais été trop facile pour lui de trouver un vrai poste. Il est passé par plusieurs entraîneurs qui lui ont donné un rôle qui était différent du style de jeu qu'il avait à l'Ajax d'Amsterdam, etc. Il a toujours jamais vraiment trouvé sa place. Mais c'est vrai que dans la globalité, on est un petit peu mitigé par rapport au rendement de Jong. Et surtout à cause de l'année dernière où justement Busquets était parti, on s'est dit c'est l'occasion pour De Jong de se montrer sur le devant de la scène, d'enfin réellement prendre ce poste de numéro 6 et d'être titulaire indiscutable à ce poste-ci. Ça n'a pas été le cas, ça n'a pas du tout marché. Xavi a essayé de le mettre tout seul, ça n'a pas marché. Xavi a essayé de l'entourer de plein de gens, Romeo, Pedri, Gundogan, ça n'a pas marché non plus. On a vu, on le voit sur la photo de famille de beaucoup de buts du Barça. Si vous regardez De Jong dans l'intensité défensive, il manque beaucoup de choses. Donc le poste de 6 pour De Jong, ça semble vraiment s'écarter. Maintenant, avec l'arrivée de Flick, ça peut un petit peu changer parce qu'il va y avoir le double pivot, ça peut l'aider. On l'a notamment senti beaucoup mieux quand Christensen était à côté de lui la saison dernière. Là, ça va être un peu la même chose. Tu vas mettre un mec à côté de lui, ça peut, pourquoi pas, l'aider. Retrouver un petit peu de verticalité à travers le jeu de Flick aussi. Il peut retrouver cette sensation qu'il avait à l'Ajax d'Amsterdam. Puis un reset au niveau de l'entraîneur, peut-être une légère modification dans l'animation qui peut lui être favorable. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il va falloir qu'il assume son statut du joueur le mieux payé du FC Barcelone qui entame sa 6e saison et aussi qui a 27 ans. Et là, au milieu de terrain, avec la très certaine perte de Gundogan, il n'y a plus énormément de joueurs qui ont cet âge-là. Alors, c'est pas énorme, hein, 27 ans pour un milieu de terrain, mais quand tu regardes par rapport à un Fermin Lopez, par rapport à un Gavi, par rapport à un Pedri, bah finalement, au bout d'un moment, De Jong, il arrive et il se dit, bah ouais, c'est moi finalement le plus âgé. Du coup, il va falloir aussi qu'il cadre ça et qu'il s'impose vraiment comme un cadre de ce milieu et qu'il commence à communiquer avec les autres et donner des directives parce que c'est super important ce poste au sein du FC Barcelone. Sauf que ça passe aussi par des rendements sur le terrain. Et s'il est bon sur le terrain, il va commencer à avoir une aura et une place importante dans le vestiaire. Mais ça passe par des rendements individuels qui sont bons et qui sont bien meilleurs en tout cas que ceux de l'année dernière. Donc il va falloir qu'il se remette en question. J'espère surtout que les blessures, ça ira mieux pour lui parce que forcément ça joue dans son rendement. J'espère vraiment que ça va être réglé pour que la saison prochaine, il puisse réellement enchaîner parce que ça joue de la même manière que ça peut jouer pour un Pedri. Mais De Jong, très important de revenir à un top niveau et d'être un réel cadre pour cette équipe. Voilà les amis, c'était une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude sur le changement de statut, le changement d'attente qu'on va avoir autour de nos jeunes et de nos cadres pour cette année 2024-2025. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Comme d'habitude, je me ferai un plaisir de vous répondre les amis. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle. Bonne soirée ou bonne journée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Ciao.